De quoi concrètement est coupable l'Organisation internationale de la francophonie? Oui, d'abord par rapport à ces deux pays, à ces pays de l'AES, il faut comprendre que, comme l'a dit l'ambassadeur, l'OIF, c'est une politique qui a plusieurs standards en même temps. Et le cas de la Guinée-Conakry est un cas frappant, c'est-à-dire que pendant qu'on dit le Niger, le Burkina et le Mali qu'on les traite de tous les noms, et dans le même temps, vous avez bien vu que c'est encore le même coup d'État qu'il y a eu en Guinée, mais que quelques mois plus tard, la Guinée a été réintégrée dans cette organisation. Mais en fait, ce qu'il faut préciser, l'ambassadeur a trouvé des avantages à l'OIF, je le lui concède, ce n'est pas faux. C'est intéressant en effet qu'un grand nombre de populations puissent se comprendre et s'exprimer dans la même langue. Mais à la base, lorsque l'organisation est montée, je ne suis pas sûr que l'idée originale ou les intentions qui motivaient la création de l'OIF étaient des intentions saines envers les États africains. Parce que rappelez-vous, on était après la guerre, lorsque précisément tout a commencé, je crois, dans les années 60, où les pays devraient donc bénéficier de ce qu'on nous avait donné comme indépendance. Et le modèle anglais avait quand même laissé la main dans une certaine mesure aux pays donc, qui sont colonisés par la Grande-Bretagne et qui avaient l'anglais en partage. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau des pays francophones d'Afrique? La France voulait coûte que coûte continuer à garder donc ces pays sous son influence et sous son giron. Cela a amené les dirigeants français à innover, à trouver des stratagèmes pour continuer à réussir leur coup tordu. Et l'une de ces organisations qu'ils ont réussi à mettre sur pied, c'est l'OIF. Et qu'est-ce que l'OIF a apporté? Il y a le franc CFA, bien sûr. Mais ensuite, il y a beaucoup d'autres... Est-ce que c'est l'OIF qui a apporté? Non, je dis que parmi les stratagèmes qu'ils ont montés pour continuer à maintenir les pays francophones d'Afrique sous influence française, il y a beaucoup de choses qu'ils ont créées, telles que par exemple le franc CFA. Et nous parlons aujourd'hui, ce matin, de l'OIF. Qu'est-ce que l'OIF a fait, pour être clair? Tout ce que l'OIF a fait, c'est de, bien sûr, garder le français en langue commune, où nous parlons dans l'espace. Et ensuite, qu'est-ce que ça a donné? Vous savez qu'autour d'une langue, il y a une question de culture. La langue induit forcément la culture, induit des habitudes, induit une éducation. Et c'est ce que les Français ont fait à travers l'OIF. C'est tout. Ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont rien apporté de plus aux Africains. L'OIF n'a absolument rien fait. C'est vrai que de temps à autre, ils font un saupoudrage de quelques projets, mais en réalité, ça n'a absolument rien apporté. Tout ce que ça nous a amené, c'est de nous amener à nous habiller comme des Français, à nous exprimer comme des Français, à réfléchir, à penser. Parce que, mais figurez-vous que dans les pays, dans beaucoup de pays francophones d'Afrique, c'était quoi le modèle? Le modèle, c'est quelqu'un qui est bien cravaté, qui s'exprime bien en français. Ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui sait fabriquer quelque chose, qui peut innover quelque chose, comme comme on peut voir le cas dans les pays anglophones. Et ce n'est pas un fruit de hasard si vous voyez les pays anglophones s'industrialiser mieux que les pays francophones. Si vous prenez mon pays, le Bénin par exemple, il a fallu que le président Talon arrive pour qu'on amorce une vraie industrialisation du Bénin. Sinon, avant ça, il n'y avait pas, il n'y a rien. On n'a pas d'industrie, on n'a rien du tout. Donc, bien que dans les objectifs de l'OIF, il est bien écrit le développement de la coopération économique au service du développement, vous savez que le franc CFA n'est pas admis en France. Ce n'est pas utilisé et pourtant c'est produit là-bas. Donc, c'est pour vous dire que l'OIF n'a absolument rien fait de bon. Donc, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas. Je peins tout le tableau de l'OIF en noir complètement et je pense, et j'exhorte les autres pays qui ont le français en partage là, oui, on peut parler le français, mais on ne peut rien gagner de l'OIF. Absolument rien du tout. L'OIF, c'est quand même 93 pays membres. 3 en sortent, il reste 90. On peut dire que cette sortie, est-ce que ce n'est pas un épiphénomène?
C'est très très loin d'être un épiphénomène. Parce que 93 membres, il y a membre dans membre. Si aujourd'hui un seul pays, comme le Congo, le Zaïre, sort, l'UIF est tombé. Pourtant, c'est un seul sur 93. Le Congo fait plus de 110 millions d'habitants francophones. Maintenant, les 3 pays du Sahel mis ensemble, mais tu approches les 100 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça a à voir avec les pays anglophones qui se sont introduits dans l'OIF pour tel ou tel calcul politicien de leurs dirigeants? Ça n'a absolument rien à voir. Il a parlé, par exemple, de comment les gens, il faut costume, cravate, machin. Gilles, il ne faut pas aller loin. Chez nous, à côté de nous au Ghana, en général au Ghana, dans l'après-midi, on encourage les gens à s'habiller en tenue traditionnelle. Tu as vu le nouveau président élu, tu as vu comment il est habillé durant les prestations de serment, les visites de machin. Mais il s'est habillé comme un Africain. Et puis, phénomène, il y a membre et membre, il y a l'influence, le poids de chaque membre. Et les 3 pays du Sahel ne sont pas du tout à négliger. Et quand tu prends un pays comme je l'ai dit, le Congo, prends les habitants du Congo, qui sont tous francophones. Mais on a donné un secrétaire général qui au Rwanda, ils sont combien? Et d'ailleurs, ils se foutent du français. Ils se foutent du français. Ça veut dire que même si c'est un pays qui se retire, c'est une catastrophe pour l'OIF. Et la catastrophe là, elle va aller s'amplifiant. Les 3 du Sahel sont partis, d'autres vont suivre aussi. Parce que l'OIF n'est plus là pour promouvoir ni la langue, ni la culture, mais pour pratiquer du terrorisme politique, diplomatique contre nos pays. Et ça ne marchera pas. Les élections, tu dis, ils ont audité le fichier. Mais tu sais ce qui se passe? Ils viennent, quand il y a les élections l'année prochaine, un an avant, ils sont déjà dans le pays. Ils infiltrent toutes les instances, ils manipulent tout le monde et ils sèment la zizanie entre les hommes politiques. C'est comme ça qu'ils font ça. Pourquoi tous les jours, quand il y a des élections dans les pays francophones, malgré la présence et la supervision de l'OIF, il y a toujours des contestations et des violences? Pourquoi? Les Anglais, avec, comment tu l'appelles, le Commonwealth, il ne faut pas cette pagaille, ils n'ont pas ce bordel. Donc, l'OIF vient auditer vos fichiers, on dit non, non, ils doivent être en amont, on doit surveiller ceci, on doit surveiller cela, ils sont là à choses. C'est pas normal, il faut qu'on sorte de ça. Il est normal que les pays du Sahel, qui veulent, disons, manifester leur souveraineté, se débarrassent de ça. Tu ne peux pas être souverain, tu parles la langue de quelqu'un, ça ne lui suffit pas, il utilise cela pour créer une association, pour te terroriser avec. Ah, on a fait coup d'État, l'OIF vous a exclu. Mais c'était le travail de l'OIF, non pas d'exclure, mais d'aller négocier. Puisque vous parlez la même langue. Mais mon frère, c'est quoi cette histoire de ceci ou de cela? Non! Ils agissent, ils sont plus radicaux que les politiciens racistes de leur pays. C'est comme ça qu'ils agissent. Didier Alou, est-ce que cette rupture ne va pas davantage isoler les 3 pays du Sahel du bloc occidental? Non, il n'y a pas d'isolation. Après les événements qui se sont déroulés dans ces pays, avec le renvoi des bases militaires de l'espace et avec la dénonciation de tous les accords avilissants, eh bien, la France a, évidemment, pas seulement la France, mais tous ces pays qui se sont alignés et qui s'appellent l'UE et qui tentent quand même de continuer à parler de précaré, à parler d'influence de précaré en Afrique. D'une manière ou d'une autre, ces pays, ce sont ces pays qu'eux-mêmes se sont isolés parce qu'en réalité, c'est eux qui ont besoin de l'uranium, c'est eux qui ont besoin de l'or, c'est eux qui ont besoin de nos ressources. Donc, si on va parler d'isolation, l'isolation, ce n'est pas nous, c'est eux qui ont besoin de nos richesses et qui tentent de nous faire croire que nous sommes des pays pauvres. En réalité, on est pauvre en quoi? On est pauvre en rien du tout. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous développer. Donc, s'il faut parler d'isolation, c'est bel et bien eux, ces pays-là, qui sont en train de s'isoler. Moi, je ne vois pas qu'avec cette sortie, que l'AES est en train de s'isoler aucunement. Excellence. Isolé comment? Mais aujourd'hui, la seule partie du monde qui est isolée, c'est l'Occident. C'est les pays européens qui sont isolés. Ils se poumonnaient, se tapaient la poitrine, on va isoler Poutine. Mais ils sont aujourd'hui... Ils n'ont pas réussi. Attends, eux-mêmes, ils sont alignés le doigt sur la couture pour acheter le pétrole de Poutine, le gaz de Poutine, les métaux de Poutine sans lesquels ils ne peuvent pas fabriquer leurs avions. Quand moi je les vois faire la gueule,
ah, 800 milliards, on va fabriquer les armes. Vous fabriquez avec quoi? Poutine et les Chinois ont les matières dont vous avez besoin pour fabriquer vos armes. Donc c'est eux qui se sont isolés. Poutine se retrouve aujourd'hui le champion des BRICS, ce qui n'est pas peu dire. Il se retrouve le champion des BRICS. Il est adulé et adulé par le reste du monde. Qui parle de ces pays occidentaux-là encore dans nos pays ici? Qui en parle? Mais personne, ils se sont isolés. Mais tu ne peux être isolé de ces pays que si tu n'as rien à vendre. Mon ami, nous avons tout. Dès que le Niger a mis les Français dehors, mais d'autres Européens sont venus signer des accords pour acheter comment on appelle ça, l'uranium. Donc quand tu n'as rien, on peut t'isoler. Ils vont s'isoler et prendre les matières premières dont ils ont besoin, dont leurs industries ont besoin. Ils seront obligés de tous délocaliser pour aller produire en Chine ou aux États-Unis parce qu'ils n'ont absolument rien. Ils se sont isolés, tant mieux. Ils n'ont qu'à construire une muraille de Chine autour de l'Occident, tant mieux, mais ça fait leur affaire. Nous, on ne se mêle pas de ça. Donc, l'AES ne s'isole pas. L'AES fera des émules. Des gens copieront l'AES, mais personne n'ira copier l'Occident. Ben bon, quoi qu'on dise, l'Organisation internationale de la francophonie a quelques instances pour appuyer nos différents pays dans des projets divers. Je veux parler par exemple de l'Agence universitaire francophone qui appuie des universités, des pays membres, l'Association des maires francophones, la Confégès, ces différentes instances qui ont quand même développé des projets sur le terrain. Maintenant que ces trois pays sortent de la francophonie, est-ce que ça ne représente pas un manque à gagner pour ces projets financiers? Pour ces projets financiers? Bon, je ne sais pas, mais peut-être que à une autre occasion, Gilles Bokor, vous allez nous sortir la liste des résultats ou des produits, voilà, de ce que l'agence, de ces fameuses agences de développement apporte, ou qu'est-ce que ça nous a apporté, en quoi ça a fait évoluer ces pays. Bon, peut-être qu'il faudra une autre émission pour décortiquer, mais pour ce qu'on sache, l'OIF n'a absolument rien apporté. Mais je voulais parler quand même de la dynamique qui est en cours dans le Sahel. C'est une dynamique à prendre au sérieux. Si vous avez bien regardé, si vous avez suivi l'actualité nigérienne, le Niger ne s'est pas du tout gêné pour mettre à la porte un DG de la Soraz, un DG de WAPCO, des Chinois, un DG de la CNPC. Ces trois sociétés interviennent quand même dans l'exploitation du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la dynamique ne consiste pas à dire on chasse les Français et puis on accepte tout de ce que les partenaires actuels sont en train de... Non, quand vous ne faites pas correctement, l'AES est aujourd'hui complètement décomplexée. C'est vrai, on a besoin de partenaires, mais on a besoin de partenaires sérieux, sincères. Comment pouvez-vous imaginer, par exemple, qu'au Niger, dans la même société, pour les mêmes contraintes de travail, qu'il y ait des agents chinois qui gagnent 20 fois plus que le Nigérien? Mais le pétrole appartient à qui? Le pétrole n'appartient pas à l'État chinois. Donc c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, dans l'AES, les dirigeants veulent montrer clairement la dynamique qui est en cours et on est en train de parler aujourd'hui de partenariat gagnant-gagnant. Et ce n'est pas du folklore. Donc pour revenir un peu à votre question, il n'y a pas de manque à gagner. Absolument pas. Il n'y a pas de manque à gagner. Si l'aide pouvait aider les pays africains à se développer, ça fait 60 ans que nous faisons ce qu'on appelle la politique de la main tendue. C'est-à-dire nous faisons des projets pour nous, ce sont nos routes, ce sont nos hôpitaux, mais nous attendons que l'argent vienne d'ailleurs. Or, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il suffit simplement de l'exploiter, de les vendre à un bon prix, de diversifier nos partenaires, de trouver des gens qualifiés, sincères, qui ne sont pas là simplement pour ramasser nos ressources et aller se développer chez eux et nous laisser avec quelques cacahuètes. Donc je pense que c'est... Tant que nos pays vont finir avec cette politique de main tendue et chercher à faire des développements de façon endogène, c'est-à-dire trouver ce qu'il y a chez nous pour produire le développement dont nous avons besoin, il n'y a absolument pas de manque à gagner. Il me semble que ce qu'il dit est vrai par endroit, parce que j'ai entendu un ministre français dans la semaine se prononcer dans la semaine sur la renégociation des contrats miniers avec Orano et le Niger. Le ministre a reconnu qu'un audit est nécessaire et que les revendications du gouvernement nigérien sont légitimes.
Pourquoi il a besoin de mettre 2 ou 3 ans avant de savoir que c'est légitime, alors que tout ce temps, ils l'ont passé à vouloir faire des coups d'État contre Kiani? Pourquoi depuis le départ, ils n'ont pas vu que acheter 1 kg d'uranium à 80 centimes d'euros au Niger et on l'achète à 200 € ailleurs, pourquoi il n'a pas compris? Est-ce qu'on avait besoin d'aller à Polytechnique, à Normal Sup, à l'ENA pour expliquer aux dirigeants français que ce n'est pas humain? C'est simplement pas humain. Ce n'est pas une question de ils ont raison ou non. Ce n'est pas humain. Ils nous traitent en dehors de toute humanité. Ce n'est pas humain. Ils vont renégocier les contrats. Mais Gilles, depuis que nous parlons dans ces émissions, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, mais la France n'a qu'à changer d'attitude et faire les affaires avec tous les pays. Mais comme son premier point fort, c'est l'arrogance. Parce que dans sa tête, vous n'êtes que des colonisés. Vous n'êtes que des colonisés, sinon vous n'êtes que des esclaves. Et il n'est pas question de négocier avec un noir des prix justes pour ses produits. C'est ce qu'ils ont démontré au Niger avec l'uranium. Dans tous nos pays, c'est le même scénario. On vous prend tout pratiquement cadeau. Il faut continuer d'accuser les autres. Parce que quand le Niger a tapé du poing sur la table, les autres ont été obligés de s'aligner. Ça veut dire que dans une certaine mesure, les Africains n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui. Va demander à Bokassa comment il a perdu le pouvoir. Va demander à Gbagbo comment il a perdu le pouvoir. Je donne que ces 2 exemples. Mais il faut quand même, excuse-moi le terme, avoir des couilles en acier comme nos frères du Sahel pour le faire. Et depuis qu'ils ont fait ça, regarde les menaces sous lesquelles ils vivent. En plein Ramadan, on envoie des gens massacrer les gens. Tu crois que ces massacreurs-là, mais ils sont envoyés, ils sont encouragés. Il faut semer le désordre, il faut désorienter les populations. Donc ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire non à ces pillages, à ces vols. Mais je vous dis, je vous raconte toujours l'histoire de Haïti. Quand les Haïtiens, les Toussaint Louverture, Dessalines, ont infligé une honteuse défaite militaire à Napoléon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit à Haïti de payer ce que les négriers, c'est-à-dire que les propriétaires d'esclaves, ont perdu. Parce qu'ils ont pris leur indépendance. Mais c'est le même schéma chez nous. Pourquoi on n'envoie pas nos jeunes étudier un peu l'histoire de Haïti pour savoir ce que les attend chez eux? Alors, si les pays du Sahel veulent s'en sortir, si ces pays développés étaient conscients, on n'avait pas besoin d'attendre 2 ans pour qu'un ministre dise « Ah, ils ont raison ». Comment ils ont raison? Ils n'ont pas que raison. Vous êtes des criminels. Vous avez commis des crimes contre ces pays, ces peuples, depuis plus de 100 ans. Mais nous avons toujours dit, la France, change ton discours. Personne n'est contre les Français. Personne. Je ne connais personne, ni au Togo, ni dans le Sahel, qui est contre les Français. Mais l'arrogance, le mépris de l'autre, le désir d'exploiter, d'escroquer, de piller, d'appauvrir, pour avoir l'honneur de proclamer les pays les plus pauvres. Comment vous n'avez pas honte de proclamer pays les plus pauvres des pays que vous régentez depuis plus de 100 ans? Pourquoi c'est vos pays qui sont les plus pauvres? Où sont les pays anglophones, lusophones? Ils sont où? Et vous, vous êtes les champions des pays les plus pauvres. Donc laisse tomber ce ministre qui veut changer de discours, mais il le fait maladroitement. Maladroitement. Ils n'ont qu'à arrêter leurs menaces. Ils n'ont qu'à dire à leurs sbires, à leurs porte-flingues qui entourent le Sahel, ils n'ont qu'à leur dire arrêtez vos menées guerrières, parce que nous, on veut changer de discours avec les États du Sahel, on veut travailler avec eux. Moi, j'encourage la France à travailler avec les États du Sahel parce que c'est eux qui ont l'avenir. Ceux sur qui ils misent dans la sous-région, là, ils n'ont aucun avenir. Ils n'iront nulle part. Je crois qu'en France, il y a quand même des gens qui font des analyses et qui voient ce qui arrive. Moi, je ne sais pas comment je peux miser sur un président de 90 ans pour laisser un président de 34 ans. C'est une question de bon sens.